Alexandre se leva soudainement au milieu du salon familial, juste avant de partir pour la réunion avec les professeurs. « Papa, maman, je suis gai », déclara-t-il d'une voix ferme qui résonna comme un coup de tonnerre dans la pièce baignée de lumière matinale. Les mots de sa mère, prononcés avec une douceur inattendue, firent taire tout le monde. « Mon fils, je le savais depuis longtemps et je t'aime tel que tu es, mais c'est la société qui me terrifie pour toi. » Le père resta figé, la tasse de café à mi-chemin de ses lèvres, tandis que la petite sœur, âgée de 12 ans, ouvrait grand les yeux sans comprendre pleinement. Alexandre sentit son cœur battre à tout rompre. À 18 ans, en terminale au lycée Victor Hugo de Paris, il avait répété cette phrase 1000 fois dans sa tête, mais jamais il n'avait imaginé que la réaction de sa mère transformerait le silence en un poids encore plus lourd à porter. Ils montèrent dans la voiture sans un mot de plus, le trajet vers le lycée semblant durer une éternité. Les rues animées du 11e arrondissement défilaient, avec leurs boulangeries odorantes et leurs cafés bondés, mais Alexandre ne voyait rien. Il repensait à ses nuits passées à pleurer en secret, à ses regards furtifs vers Mathieu, son camarade de classe aux cheveux blonds et au sourire timide. La famille arriva au lycée, un bâtiment haussmannien aux façades claires sous le soleil printanier. Dans la salle de réunion, les parents s'installaient déjà, bavardant poliment avec les professeurs. Madame Leclerc, la professeure principale, ajustait ses lunettes en souriant. Alexandre s'assit au fond, à côté de son meilleur ami Thomas, qui ignorait encore tout. « Ça va, mec ? Tu as l'air bizarre, » murmura Thomas. Alexandre secoua la tête, incapable de répondre. La réunion commença par les notes et les projets d'orientation. Puis, sans prévenir, la mère d'Alexandre se leva quand vint le tour de son fils. « Avant de parler des résultats, je voudrais dire quelque chose d'important. Mon fils Alexandre vient de nous confier qu'il est gay. » Un silence assourdissant s'abattit sur la salle. Les professeurs échangèrent des regards gênés, certains parents baissèrent les yeux. Alexandre sentit les larmes monter, mais il les retint. C'était fait. Le reste de la matinée passa dans une brume de murmures et de regards en coin. À la sortie, Thomas le prit à part près du portail en fer forgé. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Je suis ton pote depuis la 6e. » Alexandre haussa les épaules, expliquant que la peur l'avait paralysé pendant des années. Ils marchèrent ensemble vers le métro, traversant la place de la Bastille où les touristes flânaient. Thomas promit de le soutenir, mais Alexandre perçut une hésitation dans sa voix. Chez lui le soir, le dîner fut tendu. Le père, ingénieur chez Renault, fixait son assiette sans un mot. La mère, enseignante en histoire, tenta de détendre l'atmosphère en rappelant son propre passé. « Quand j'avais ton âge, à Lyon, j'ai vu des amis souffrir à cause de leur orientation. Je ne veux pas que ça t'arrive. » Alexandre se sentit à la fois soulagé et écrasé par cette acceptation inattendue. Il monta dans sa chambre, alluma son ordinateur et relut les messages anonymes qu'il échangeait depuis des mois avec Mathieu sur un forum discret. Le lendemain au lycée, la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Dans la cour pavée, des regards curieux le suivaient. Mathieu s'approcha pendant la pause, ses yeux verts brillants d'une émotion contenue. « J'ai entendu, si tu veux en parler, je suis là. » Ce simple geste réchauffa le cœur d'Alexandre. Ils discutèrent à voix basse près du banc en bois usé, partageant leurs peurs communes sans oser aller plus loin. La journée se termina par un cours de philosophie sur l'identité, où le professeur cita Sartre sans savoir à quel point cela résonnait chez Alexandre. Rentré à la maison, il trouva son père assis dans le salon, un verre de vin à la main. « On doit parler, fils. Ce n'est pas contre toi, mais le monde n'est pas prêt. » Alexandre écouta, argumenta, et pour la première fois, sentit une fissure dans le mur de silence paternel. La semaine s'écoula ainsi, entre cours, regards en coin et messages tardifs avec Mathieu. Un vendredi soir, Thomas organisa une sortie au cinéma sur les Champs-Élysées.
Pendant le film, Alexandre remarqua que Mathieu était là aussi, invité par hasard. Leurs mains se frôlèrent dans l'obscurité, un contact fugace mais électrique. À la sortie, sous les lumières scintillantes de l'Arc de Triomphe, ils marchèrent ensemble jusqu'au métro. « Je crois que je ressens la même chose », murmura Mathieu. Alexandre sourit pour la première fois depuis longtemps. Pourtant, au fond de lui, il savait que ce n'était que le début des épreuves. Le week-end suivant, Alexandre se rendit seul au parc des Buttes-Chaumont, un havre de verdure au nord de Paris où les familles pique-niquaient sous les cerisiers en fleurs. Assis sur un banc face au lac artificiel, il repensa à la réunion qui avait tout changé. Sa mère l'avait appelé plusieurs fois, insistant pour qu'il vienne dîner en famille. « On t'aime, Alexandre, ne l'oublie jamais. » Ces mots, si simples, pesaient pourtant comme un fardeau. Pourquoi fallait-il que l'amour parental soit teinté de peur? Il envoya un message à Mathieu, « On se voit demain après les cours. » La réponse arriva aussitôt, avec plaisir. Le lundi, au lycée, l'atmosphère avait évolué. Certains élèves murmuraient encore, mais Thomas défendait farouchement son ami lors des pauses café au distributeur automatique. Laissez-le tranquille, c'est sa vie. Dans la classe de littérature, le professeur proposa un débat sur l'amour dans la littérature française, citant Proust et son exploration des désirs cachés. Alexandre participa timidement, sentant le regard approbateur de Mathieu assis 2 rangs derrière. Après les cours, ils se retrouvèrent près de la fontaine de la place de la République. Mathieu portait un pull bleu marine qui soulignait ses épaules athlétiques. Ils marchèrent jusqu'au canal Saint-Martin, où les péniches glissaient lentement sur l'eau verte. « Mes parents le savent aussi maintenant », confia Mathieu. « Ma mère a pleuré, mais elle m'a serré dans ses bras. Mon père il ne parle plus beaucoup. » Alexandre raconta à son tour la réaction paternelle, cette conversation tendue où le père avait avoué craindre pour sa carrière future. Ils s'assirent sur les marches en pierre, regardant les joggeurs passer. Pour la première fois, Alexandre parla ouvertement de ses doutes, « Parfois je me demande si je ne complique pas tout pour rien. » Mathieu posa une main sur son épaule. « Non, tu es courageux. C'est ça qui compte. » Leur amitié naissante se teintait déjà d'une tendresse nouvelle, sans précipitation, juste des regards prolongés et des silences complices. Le soir, à la maison, la sœur d'Alexandre posa des questions innocentes, « C'est quoi être gay? Tu vas te marier avec un garçon? » La mère intervint avec douceur, expliquant sans jugement. Le père, rentré tard du travail, écouta en silence depuis la cuisine. Alexandre sentit un espoir timide grandir. Pourtant, le mardi, tout bascula lors d'une réunion sportive. Thomas, en plein match de foot dans la cour, laissa échapper une remarque maladroite devant l'équipe, « Alexandre est gay, mais c'est le meilleur pote du monde. » Les rires fusèrent, suivis de moqueries plus dures de la part de 2 joueurs plus âgés. Alexandre quitta le terrain la tête basse. Le soir, seul dans sa chambre aux murs couverts de posters de films français, il pleura pour la première fois depuis l'aveu. Mathieu l'appela tard. « Viens chez moi demain. Mes parents sont en voyage. » Alexandre accepta, le cœur battant. Le mercredi après-midi, l'appartement de Mathieu dans le Marais était lumineux, avec vue sur les toits en zinc. Ils préparèrent un goûter simple, croissant et jus d'orange, et parlèrent pendant des heures. Mathieu raconta son propre parcours, les vacances en Provence où il avait compris à 15 ans, les lettres anonymes envoyées à une association LGBT. « On n'est pas seul, dit-il. » Ils regardèrent un film sur l'ordinateur, épaule contre épaule. Quand le générique défila, leurs mains se joignirent naturellement. Pas de baiser encore, juste cette chaleur réconfortante. De retour chez lui, Alexandre trouva son père qui l'attendait. « J'ai réfléchi, fils. Je ne comprends pas tout, mais je ne veux pas te perdre. » Ils discutèrent jusqu'à minuit,
évoquant le passé familial, les grands-parents conservateurs de Bretagne. La mère, depuis la porte, souriait doucement. Pourtant, le jeudi apporta une nouvelle épreuve, une lettre anonyme glissée dans son casier au lycée, pleine de mots blessants. Thomas la découvrit et proposa de la déchirer, mais Alexandre la garda. « Il faut que je sois plus fort. » Le week-end, la famille partit en pique-nique à Versailles. Sous les allées ombragées du parc, la mère parla de son ami d'enfance qui avait vécu caché dans les années 80. Les choses ont changé, mais pas assez vite. Alexandre marcha avec son père le long du Grand Canal, échangeant des phrases hésitantes sur l'avenir. Le lundi suivant, au lycée, il décida de rejoindre le club de théâtre pour s'exprimer autrement. Mathieu l'y rejoignit. Ensemble, ils répétèrent une scène de dialogue intense, leurs voix se mêlant avec une harmonie nouvelle. La vie reprenait son cours, mais Alexandre savait que les défis sociétaux l'attendaient encore. Les semaines passèrent, rythmées par les examens du bac blanc et les répétitions au club de théâtre. Alexandre et Mathieu passaient de plus en plus de temps ensemble, explorant Paris à pied, les quais de Seine où ils s'asseyaient pour regarder les bateaux-mouches, ou le jardin du Luxembourg avec ses chaises vertes et ses statues classiques. Un après-midi pluvieux, ils se réfugièrent dans une librairie du quartier latin. Mathieu choisit un roman de Marguerite Yourcenar, Alexandre un essai sur l'identité. On devrait en discuter ensemble, proposa Mathieu. Leur lien se renforçait sans hâte, nourri de conversations profondes sur la peur du jugement et l'espoir d'un monde plus ouvert. À la maison, les tensions familiales s'apaisaient lentement. Le père avait commencé à poser des questions. Comment ça se passe au lycée? Tes amis savent. La mère organisait des dîners plus détendus, invitant même Thomas un soir. Pourtant, lors d'une sortie au cinéma avec le groupe d'amis, une remarque homophobe d'un camarade extérieur fit exploser la bulle. Thomas défendit Alexandre avec véhémence, mais le malaise persista. Alexandre rentra chez lui bouleversé. Pourquoi faut-il toujours se justifier? Mathieu l'écouta au téléphone jusqu'à l'aube. Le lendemain, au lycée, le professeur principal convoqua Alexandre. Si tu as besoin de soutien, l'établissement a des ressources. Cette bienveillance officielle contrastait avec les regards fuyants de certains élèves. Pendant les vacances de printemps, la famille partit en Normandie, chez les grands-parents. Le village côtier, avec ses falaises blanches et ses maisons à colombages, offrait un cadre paisible. Mais le grand-père, ancien militaire, posa des questions directes lors du repas dominical. « C'est une mode, ça ?» La mère intervint fermement. « Non, c'est qui il est. » Alexandre affronta le regard du vieil homme et expliqua calmement ses sentiments. Le silence qui suivit fut lourd, mais la grand-mère serra la main de son petit-fils. De retour à Paris, Alexandre retrouva Mathieu au café près de Notre-Dame. Ils parlèrent de l'avenir. Mathieu voulait étudier le droit à la Sorbonne, Alexandre rêvait de journalisme. Et si on vivait ensemble après le bac, osa Mathieu. Le cœur d'Alexandre s'emballa. Pourtant, une ombre planait. Thomas, son meilleur ami, semblait distant depuis quelque temps. Un soir, lors d'une fête chez un copain dans le 18e arrondissement, Thomas avoua sous l'effet de l'alcool: « J'ai peur de perdre notre amitié à cause de ça. » Alexandre le rassura, mais la blessure était là. La trahison involontaire vint plus tard, quand Thomas confia par mégarde le secret à un autre ami, qui le répandit sur les réseaux. Alexandre reçut des messages haineux. Il bloqua les comptes, mais le doute s'insinua. Mathieu le soutint: « On affronte ça ensemble. » Ils organisèrent une promenade nocturne le long du canal de l'Ourcq, où les lumières des péniches dansaient sur l'eau. Là, pour la première fois, ils s'embrassèrent doucement, un baiser timide et sincère sous le ciel étoilé. Ce moment marqua un tournant. Alexandre se sentit enfin accepté par quelqu'un qui comprenait vraiment. À la maison, il raconta tout à sa mère.
Elle pleura de joie et de fierté. Le père, en rentrant du travail, écouta et dit simplement « Je suis content pour toi ». Le lycée reprit avec les révisions intensives. Le club de théâtre prépara une pièce sur la tolérance, où Alexandre tenait le rôle principal. Mathieu l'aidait à répéter chez lui, leur rire résonnant dans l'appartement vide. Pourtant, un incident au lycée, une affiche déchirée avec un message hostile rappela que la société n'était pas uniforme. Alexandre choisit de ne pas se taire. Il parla lors d'une assemblée générale, sa voix tremblante au début, puis ferme. Des applaudissements timides suivirent. Thomas s'excusa sincèrement. L'été approchait, avec ses promesses de liberté. Alexandre et Mathieu planifièrent un voyage à Marseille pour la Pride, un premier pas vers une communauté plus large. La famille soutint l'idée. Alexandre grandissait, apprenant que l'amour, qu'il soit familial ou romantique, demandait du courage quotidien. L'été à Marseille fut une révélation. Sous le soleil brûlant de la Canebière, Alexandre et Mathieu déambulèrent parmi la foule colorée de la Pride. Les drapeaux arc-en-ciel flottaient au vent, les chants et les danses emplissaient l'air salin. Pour la première fois, Alexandre se sentit invisible dans sa différence, entouré de milliers d'histoires similaires. Ils participèrent à une marche pacifique jusqu'au Vieux-Port, mains jointes, riant aux éclats quand un groupe leur offrit des fleurs. « C'est ça, la liberté », murmura Mathieu. De retour à Paris en septembre, l'entrée en fac changea tout. Alexandre s'inscrivit en journalisme à l'université Paris-Dauphine, Mathieu en droit à Assas. Les cours étaient intenses, les soirées studieuses dans les bibliothèques bondées. Ils louèrent un petit studio près de la place d'Italie, un nid douillet avec vue sur les toits. Les week-ends, ils exploraient les marchés de Belleville ou assistaient à des expositions au centre Pompidou. La famille d'Alexandre venait parfois dîner, apportant des plats cuisinés. La mère discutait ouvertement de sujets LGBT avec fierté. Le père, plus réservé, offrait maintenant des conseils professionnels. Pourtant, un conflit surgit quand un stage en entreprise proposa à Alexandre un poste où son orientation fut évoquée discrètement. « Sois prudent », avertit le père. Alexandre refusa le compromis et choisit un autre stage dans un journal progressiste. Là, il écrivit son premier article sur les jeunes et l'identité, inspiré de son parcours. Mathieu le relut tard le soir, les yeux brillants. « Tu changes le monde à ta manière. » L'automne apporta des pluies fines et des disputes mineures. Thomas, resté à Paris pour ses études de médecine, se sentait exclu parfois. Une soirée ratée où il invita des amis hétéros créa un malaise. « Je ne sais plus comment me comporter », avoua-t-il. Alexandre et lui passèrent une nuit à discuter, reconstruisant leur amitié sur de nouvelles bases. L'hiver fut marqué par une crise familiale, la grand-mère tomba malade en Bretagne. Alexandre prit le train seul pour la voir à l'hôpital. Dans la chambre blanche, elle lui confia « J'ai toujours su que tu étais différent. Sois heureux, c'est tout ce qui compte. » Ce voyage renforça sa détermination. De retour, Mathieu l'attendait à la gare avec un bouquet de roses blanches. Leur relation s'approfondit, promenade sous la neige au bois de Boulogne, soirée à cuisiner des crêpes en riant. Pourtant, une trahison inattendue vint d'un professeur à la fac qui, lors d'un débat, minimisa les luttes LGBT. Alexandre protesta publiquement, gagnant le respect de ses pairs mais aussi des ennemis. Il organisa une pétition avec Mathieu et d'autres étudiants. Le succès de cette action lui donna confiance. À Noël, la famille se réunit au complet. Le père offrit à Alexandre un agenda personnalisé avec une note « Fier de toi ». La mère prépara une bûche au chocolat en chantant des chansons anciennes. La sœur, maintenant adolescente, posa des questions matures sur l'amour. Alexandre réalisa combien il avait grandi depuis l'aveu initial. Le printemps ramena les examens et les projets.
Mathieu et lui planifièrent un road trip en Provence, visitant les champs de lavande et les villages perchés. Là, loin de Paris, ils parlèrent d'avenir, mariage, enfants peut-être, engagement associatif. Un soir, sur une colline surplombant la mer, Mathieu dit « Tu as transformé ma peur en force ». Alexandre répondit par un baiser sous les étoiles. De retour à Paris, une nouvelle épreuve les attendait, une manifestation anti-LGBT dans le quartier. Ils y participèrent pacifiquement, aux côtés de centaines d'autres. Alexandre tint une pancarte « L'amour n'a pas de genre ». La police les protégea, mais les images passèrent aux infos. La mère appela, inquiète mais fière. Le père envoya un message simple, « Bravo ». Alexandre comprit que chaque choix avait des conséquences, mais aussi des victoires. Leur vie commune s'équilibrait entre études, amitié et amour naissant. Les années suivantes filèrent à toute vitesse. Diplômé en journalisme, Alexandre décrocha un poste de reporter dans un magazine en ligne spécialisé dans les questions sociétales. Mathieu, avocat junior dans un cabinet du Marais, défendait des causes LGBT. Leur appartement près de la place d'Italie devint un lieu de rassemblements amicaux. Thomas venait avec sa petite amie, partageant des anecdotes médicales, d'autres amis du lycée rejoignaient pour des dîners improvisés. La mère d'Alexandre organisait des week-ends familiaux en banlieue, où le père, à la retraite anticipée, bricolait dans le jardin en discutant ouvertement. Pourtant, un malentendu surgit quand Mathieu proposa un déménagement à Lyon pour un poste plus stable. « Paris est notre maison », protesta Alexandre. Ils discutèrent des heures, évoquant les sacrifices nécessaires. Finalement, ils choisirent de rester, renforçant leur engagement associatif. Alexandre écrivit une série d'articles sur les jeunes gays en France, inspirés de son histoire. L'un d'eux fut primé, attirant l'attention des médias. Lors d'une interview télévisée, il parla calmement de son coming out, sans nommer sa famille. La mère appela ensuite « Tu nous rends fiers ». Le père, ému, avoua avoir pleuré en regardant. Une crise plus profonde arriva quand Thomas, lors d'une soirée, révéla par accident un détail intime du passé d'Alexandre à un collègue journaliste. La rumeur se répandit, forçant Alexandre à affronter des questions personnelles au travail. Il choisit la transparence, organisant une conférence au lycée Victor Hugo pour parler aux élèves actuels. Mathieu l'accompagna, tenant sa main en coulisses. « Tu es mon roc », murmura Alexandre. Le public, composé d'adolescents et de parents, posa des questions sincères. Une mère raconta son propre parcours similaire. Ce soir-là, Alexandre se sentit libéré. L'été suivant, ils partirent en voyage en Grèce avec des amis. Sur les plages de Santorin, sous un ciel azur, ils célébrèrent leur 5e année ensemble. Mathieu posa un genou à terre au coucher du soleil, « Veux-tu m'épouser » Alexandre accepta, les larmes aux yeux. De retour à Paris, les préparatifs du mariage occupèrent les mois. La famille s'impliqua pleinement, la mère choisit les fleurs, le père s'occupa des invitations. Thomas fut témoin. Pourtant, une ombre plana quand un oncle conservateur refusa de venir. Alexandre choisit de ne pas insister, priorisant son bonheur. Le mariage eut lieu dans un château près de Paris, sous un chapiteau blanc. Les vœux furent simples et émouvants. « Tu m'as appris à être moi-même », dit Alexandre. La fête dura jusqu'à l'aube, avec danse et rire. La vie continua, rythmée par le travail et les projets. Alexandre publia un livre sur son parcours, un recueil de témoignages. Mathieu ouvrit son propre cabinet spécialisé. Ils adoptèrent un chien, symbole de leur foyer stable. Les visites familiales devinrent joyeuses, la sœur d'Alexandre amenant son petit ami. Pourtant, la société évoluait lentement, débats politiques, lois en discussion. Alexandre participa à des manifestations, toujours aux côtés de Mathieu. Un soir d'automne,
assis sur leur balcon avec vue sur les lumières de la ville, Alexandre repensa au matin de l'aveu. Tout avait commencé par 2 phrases simples, et maintenant, une vie entière s'était construite. Les sacrifices avaient porté leurs fruits, amitié solide, amour profond, famille unie. Il savait que d'autres épreuves viendraient, mais il était prêt. Les années passèrent encore, apportant maturité et sérénité. Alexandre, désormais rédacteur en chef d'un média en ligne, voyageait souvent pour couvrir des événements internationaux sur les droits humains. Mathieu, avocat renommé, plaidait à la Cour européenne. Leur appartement du Marais, plus grand maintenant, accueillait des réunions d'associations où jeunes et moins jeunes partageaient leurs histoires. La mère d'Alexandre, retraitée, animait des ateliers de sensibilisation dans des écoles de province. Le père, grand-père d'une nièce adoptive par alliance, lisait les articles de son fils avec fierté. Un jour d'hiver, alors qu'une tempête de neige recouvrait Paris, Alexandre reçut un appel urgent. Sa grand-mère, âgée de 90 ans, voulait le voir une dernière fois en Bretagne. Avec Mathieu, ils prirent le train de nuit. Dans la maison familiale au volet bleu, la vieille dame, affaiblie mais lucide, lui serra la main. « Tu as réussi là où beaucoup ont échoué, vivre librement. » Elle s'éteignit paisiblement le lendemain. Les funérailles rassemblèrent la famille élargie. L'oncle réticent présenta ses excuses tardives. Alexandre parla lors de la cérémonie, évoquant l'héritage de tolérance qu'il voulait transmettre. De retour à Paris, le couple organisa une veillée intime avec Thomas et ses proches. Là, autour d'un verre de vin, ils réfléchirent au chemin parcouru depuis ce matin fatidique de l'aveu. Thomas confia, « Tu m'as appris ce qu'est le vrai courage. » Les mois suivants furent marqués par un projet ambitieux. Alexandre et Mathieu fondèrent une fondation pour soutenir les jeunes LGBT en milieu rural. Des ateliers en ligne, des rencontres à Paris, tout naquit de leur expérience. Un soir d'été, lors d'une soirée à la fondation dans un jardin public illuminé, Alexandre regarda Mathieu au milieu de la foule joyeuse. « On a construit quelque chose de beau. » Leur amour, nourri d'épreuves et de joies partagées, restait le pilier. La société avait évolué, mariage pour tous banalisé, préjugés en recul. Pourtant, des défis persistaient, rappelant que rien n'était acquis. Alexandre publia un second livre, plus personnel, dédié à sa mère dont les mots initiaux avaient tout déclenché. Lors de la dédicace à la Fnac des Champs-Élysées, la famille entière était présente. La mère pleura en lisant la dédicace, à celle qui a figé le monde pour me laisser grandir. Le père applaudit le plus fort. Rentrés chez eux, Alexandre et Mathieu s'assirent sur le canapé, le chien à leurs pieds. Paris scintillait par la fenêtre. Alexandre murmura, « Tout a commencé par une révélation et un silence. » Mathieu sourit, et ça continue par une vie choisie. Ils regardèrent les photos anciennes, riant des maladresses du début. La vie continuait, riche de sens. Alexandre savait désormais que l'identité n'était pas une fin, mais un voyage constant de compréhension et d'amour. L'acceptation venait des autres, mais surtout de soi. Dans les rues de Paris, il marchait la tête haute, main dans la main avec l'homme qu'il aimait, prêt pour tout ce que l'avenir réservait. Est-ce que l'amour véritable peut surmonter tous les préjugés? Vrai ou faux?